Le Maroc est dans le top 8 mondial. Le Maroc est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Une qualification à l'issue de la séance de tirs au but. 0-0 contre l'Espagne et 3 tirs au but à 0 contre les Espagnols de Luis Enrique. Les images que vous voyez sont les images signées de notre reporter Charlie Courant, voilà, qui est passé, fait un petit tour du côté des Champs-Élysées. C'est chouette, hein. C'était plutôt sympathique. Donc le Maroc est qualifié. Bah, la question, et c'est un exploit historique pour vous. On va aller en habillage, et habillage historique, un habillage genre triomphe romain ou hollywoodien, je ne sais pas. Allons-y. Est-ce un exploit historique? Ludovic Aubragnac? Oui. Oui. Dave Papadou? Oui. Oui. Nabilou? Oui, oui. Raymond? Unanimité. Unanimité. Didier? Non. Vous êtes 4 contre 1. Il a pas peur, Belle cote. D'autant plus un exploit que Canada, qui était une belle équipe, Croatie et Belgique, comme Nabil le disait. Tu vois, c'est pas un truc qui sort de nulle part. Oui, c'est un exploit. Et ça sort pas de nulle part parce que... Et puis c'est l'Espagne. Les fidèles de l'équipe du soir, on avait fait un petit bilan sur le premier tour et il y avait 2 chroniqueurs, dont Joël Mico, qui disaient « Ah, ce Maroc me plaît bien ». Nabil Djellit, oui. Voilà, c'est un football qui vous plaît, une équipe qui est équilibrée, une équipe qui est complète, une équipe qui presse, une équipe qui attaque, qui sait défendre et qui sait contre-attaquer surtout. Une équipe qui a enfin des résultats et qui retranscrit un peu son potentiel parce que tout le monde découvre des bons joueurs du côté du Maroc, mais il y a toujours eu des bons joueurs du côté du Maroc. Donc souvent, ça a souvent été un peu, on a été un peu déçus, entre guillemets. Leur dernière finale de Cannes, c'est en 2004 contre... La Tunisie, ils perdent 2-1. Ils enchaînent des générations avec des gros joueurs de la qualité. Dans les années 2000, c'est une cata, hormis cette finale de Coupe d'Afrique, d'une manière générale, dans les résultats. Après, historiquement, il ne faut pas oublier quand même que le football a une mémoire et que le Maroc, en 1986, est le premier pays africain à avoir passé ce tour de poule. Il y avait l'Angleterre, le Mexique dans leur poule. Je sais pas s'il n'y avait pas la... Non, en 70, il y avait l'Allemagne. Ils se font battre par l'Allemagne 2-1. Il y avait l'Allemagne. Je vois un but de Gerd Müller. Tu parles de... Ah non, tu parles de 86. Moi, je suis dans le 70. C'est Angleterre, Pologne, Portugal. Ouais, ils sortent premier en plus de cette poule qui était déjà compliquée. Et en 8e de finale, ils poussent l'Allemagne jusqu'à la 88e minute. Je crois que c'est un coup franc de Mataos qui les élimine. Donc déjà, historiquement, ils avaient déjà marqué l'histoire du football africain. Et là, au final... En termes de football, c'est une équipe, c'est un bloc solide et qui a réussi à fédérer un peu toutes ses énergies derrière ce leader et ce guide qui est Walid Regragui, qui s'est révélé également sur la compétition. Rappelons-le, il est arrivé en septembre, ça veut dire qu'il y a eu très peu de temps. Un classique, Vaïd El-Mouzik les qualifie, se fait virer. Mais ce coffre-fort marocain, il existait déjà sous Vaïd. À la dernière Cannes, par exemple, ils sont tombés dans le panneau des Égyptiens, mais c'était déjà très solide parce que Aguerd et Saïs, c'est pas tombé du ciel, c'est-à-dire que c'est une équipe qui existe déjà. Les latéraux, c'est top niveau mondial. En plus, il y a eu de l'intelligence. Le gardien aussi. Le gardien, Mazraoui, qui est en fait un latéral droit. Bayern Munich. Voilà, il a accepté de jouer à gauche, donc ça témoigne quand même d'un état d'esprit. Et puis, il y a un joueur qui crève l'écran, qui est au milieu de terrain. Alors même si offensivement, parfois, ça peut manquer parfois d'arguments, c'est Amrabat, le numéro 6 marocain. C'est le Casemiro marocain sur la compétition. Azeline Ounahi. Et Ounahi, attention Tanger, j'ai envie de vous dire, pour le joueur du foot. Avec Soufiane Bouffal, qui a été exceptionnel. Vous pouvez mettre Romain Saïs aussi dans la boucle. J'ai mis Aguerd. J'ai dit quoi? J'ai dit Aguerd. Mais Saïs aussi. Ah oui, Angers. Extrêmement réussi au second. Donc voilà. Donc la différence entre le Maroc de Vaïd, le Maroc de Vaïd et le Maroc de Regragui, c'est un Maroc qui est joyeux. Et c'est un Maroc qui a retrouvé Mazraoui et Ziyech en leader impactant. Il y a juste quelques réactions, là, ça et là, des deux camps. Je crois qu'on a reparlé d'Ounahi, je crois. Ouais, une réaction de Luis Enrique, justement, sur Azzedine Ounahi, qui est assez sympa. Le numéro 8 du Maroc m'a impressionné. Je me rappelle plus de son nom, mais oh mon Dieu, d'où vient ce type? J'ai halluciné lorsque je l'ai vu jouer aujourd'hui. On rappelle qu'il était à Avranches en national en 2020-2021. Il arrive à Angers pour une bouchée de pain. Et la belle histoire, elle est là quand même. Oui, mais moi je trouve ça lunaire, la déclaration quand même, de Luis Enrique. C'est quand même incroyable qu'un sélectionneur, finalement, qui est censé quand même avoir bien préparé son opposition, staffé. Je veux dire, tu es surstaffé aujourd'hui, donc tous les adversaires, tu les connais jusqu'au bout des ongles. Le dire avec... Alors, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une forme de franchise, parce que parfois, des sélectionneurs peut-être font un peu semblant, voilà. Mais quand même, je me dis... ils n'ont pas un peu pris de haut, c'est pas possible à ce point de découvrir le joueur. Il a fait
performance de très haute volée. Ça j'entends bien, mais là il a l'air de même pas connaître son nom. Dans les poules, il a vu que c'était un bon joueur, je pense. C'est pas un mec qui au Maroc là. Mais là, le match, mais tu connais pas son nom. C'est comme si le sélectionneur marocain disait tiens, voilà Rodri, je connais pas son nom, mais après t'es dans la désillusion de l'élimination aussi. Moi je pense que c'est pas un hasard. Ça traduit, c'est vrai, que Luis Enrique n'a pas préparé son match. Oui, Nabilou. Non, mais il s'est dispersé et d'après mes informations, les Espagnols sont encore au stade. Ils se font des passes et apparemment le premier qui tire a une amende. Vous êtes dur. Cameroun 90. Sénégal 2002, Ghana 2010 et donc le Maroc 2022. C'est la 4e équipe à rallier un quart de Coupe du Monde. On dit que c'est un exploit historique. L'exploit historique, ce serait que le Maroc devienne la première équipe africaine à rallier le dernier carré. Là, ce serait des pionniers, là, ce serait autre chose de l'exploit. Mais ça reste un exploit par Didier l'a dit à juste titre. Leur parcours, il est XXL. Belgique, même s'ils sont en fin de cycle, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. La Croatie, équipe redoutable, finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le Canada, équipe joueuse qui a ringardisé les Belges pendant une mi-temps. Et puis là, que tu le veuilles ou non, même si on peut trouver des limites à cette équipe d'Espagne, on en parlera. Tu sors l'Espagne. Le seul truc un peu comparable, je dirais que c'est le Cameroun 90, parce qu'ils te battent quand même l'Argentine championne du monde d'entrée. Ouais, 1-0. Voilà, l'air de rien. La poule a été pas simple. Il y avait la Roumanie, l'URSS. Et après, ils perdent 2 matchs quand même. De quoi? Ils prennent 4-0 contre. Après, le Cameroun. Ils Cameroun prennent 90. 4-0 contre l'URSS. Non, Cameroun 90, ils perdent pas. Ils vont en quart de finale contre l'Angleterre. Oui, d'accord. Et ils éliminent la Colombie avant. Oui. Mais dans leur groupe. Mais non. Ils prennent pas une. C'est ambiance Wikipédia. C'est en 94. Ils prennent 5-1 contre lui. Non, 6-1. Les 6 buts de Avec Salenko. Mais en 90, ils prennent pas 4-0 contre l'URSS. Au 3e match peut-être. Ouais. Mais peut-être quand ils font tourner, qu'ils sont surtout qualifiés. Mais pas sûr, Ils ont fait parce tourner. que dans le deuxième match, je pense que contre la Roumanie, ils perdent aussi. On va vérifier ça, mes amis. La Coupe du Monde 90 du Cameroun. C'est un ensemble de. On restera pas là-dessus. Non, on va pas faire mais le dernier. Non, mais c'est juste un 4 contre. Mais bon, c'est. Walid Regragui, le sélectionneur, qu'est-ce qu'il a dit sur cette qualification? Depuis 2010, aucune équipe africaine n'était allée en quart de finale. On montre qu'on progresse sur le plan tactique. On a été énorme. On a beaucoup couru. Beaucoup de joueurs sont blessés. Je ne donnerai pas de nom. Ils sont sur les rotules. Mais pour le pays, ils sont prêts à mourir. Un chiffre? Ouais, une statistique sur Walid Regragui, parce qu'il est arrivé, vous le disiez Nabil, en septembre à la tête du Maroc. C'est 7 matchs avec le Maroc, 4 victoires, aucune défaite et surtout un seul but encaissé contre le Canada. C'est la meilleure défense de la Coupe du Monde, des quarts de finaliste de cette Coupe du Monde. Moi, j'avais eu la chance de l'interviewer juste après parce qu'il a gagné avant de prendre l'équipe du Maroc. Il a gagné avec le WAC Casablanca. Ligue des champions africains. Ouais, voilà, il faut y aller, il faut la gagner. Il a gagné le titre de champion du Maroc. Et il représente. Pas avec un effectif XXL à l'époque, c'était pas un. Et il incarne un peu cette 3e voie en Afrique, avec ses entraîneurs, avec plusieurs logiciels, celui d'avoir été des joueurs en Europe, celui d'avoir entraîné Jamel Belmadi. Un peu comme Aliou Cissé, un peu comme Belmadi. C'est aussi ça que ça représente et ça symbolise ce succès du Maroc. Après, tu vois, quand il dit ils sont prêts à mourir, c'est une image. Et ils ont tout donné aujourd'hui, même le gars qui ne voulait pas sortir, etc. Et bravo à eux. Mais c'est le jeu. La Coupe du Monde aujourd'hui, et pourquoi ces équipes, et autrefois pour certains exploits, ça a été le cas, c'est que, entre guillemets, ils sont possédés. Si tu veux, parce que ça représente tellement pour leur pays. Pour eux aussi, individuellement, même dans le collectif, il y en a un qui joue à Angers, il y en a un qui joue à ceci, à cela, ok, d'une manière générale. Alors que l'Espagne, si tu veux, alors après on pourra parler sur leur jeu. Moi, j'ai jamais cru en l'Espagne. Je me prenais la tête il faut leur mettre Mbappé, des amis, des trucs. Oui, il y a tellement peu de percussions que je ne voyais pas l'Espagne aller très loin. Mais ce sont des gars qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent tous les 3 jours des matchs de haut niveau, qui truc. Donc la Coupe du Monde, pour eux, je ne dis pas qu'elle passe au second plan, mais tu fais le job, quoi, si tu veux. Je suis pas sûr de ça. Ah, mais moi, je pense que tu fais le job. Et hormis les équipes sud-américaines et peut-être la France, parce que les Français, c'est vrai qu'on arrive à les finir. Mais regarde l'Allemagne, regarde machin, tous les mecs jouent. Ils sont pas prêts à mourir sur la pelouse aujourd'hui. Le supplément d'âme, en fait. Voilà, ils n'ont pas le supplément d'âme pour les raisons que je t'explique. Ça fait 20 ans que ce sont les Européens qui gagnent. Pardon ? 20 ans que les Européens gagnent. Donc ça voudrait. Moi, je veux bien votre explication. Les choses sont en train,
un peu de se rééquilibrer par la force de la Ligue des Champions. J'enlève les Sud-Américains qui, eux, le maillot de la sélection. Ouais. Je veux dire, si tu dis à Messi, tu as qu'un ballon d'or, tu gagnes qu'une Ligue des Champions, mais tu gagnes la coupe du Monde, il va vite faire le choix avec l'Argentine. Tu comprends ce que je veux dire? Sûr. Pour d'autres, tu vois l'Allemagne, tu vois l'Espagne, tu vois d'autres trucs. Ils ne sont pas prêts à mourir, quoi. Je ne les vois pas, les Espagnols, je ne les voyais pas prêts à mourir aujourd'hui. Ils continuaient, ils étaient dans leur truc. Enrique, il était dans son truc. Pareil que le même dans l'avion en rentrant. Oui, mais le même logiciel, tu vois jamais. Hop, il a un faux avant-centre. On a bien vu que, sans déconner, ça ne marchait pas, son histoire, depuis un bout de temps. Mais Morata d'entrée, tu sais bien quand même. Le Maroc peut gagner avant la fin du match, avant les prolongations. Mais je pense que ces équipes-là ont cette chose en plus qui fait que ils compensent, parce qu'après ce sont des bons joueurs quand même, bien évidemment. S'ils n'ont pas ça... Quittons le Maroc et je vous invite maintenant en Espagne. Mais pourquoi tu veux quitter le Maroc? C'est très bien le Maroc. Quitte le Maroc. On va faire un petit saut en Espagne. Notre correspondant Antoine Simolo. Antoine, bonsoir. Buenas noches a todos. Buenas noches, mon Antoine. Donc, l'Espagne est éliminée de la Coupe du Monde dès les huitièmes de finale par le Maroc. Les réactions là-bas, c'est du dépit, vous y attendiez, ou c'est la sidération, la stupéfaction? Racontez-nous, mon cher Antoine. Beaucoup de déceptions, comme vous pouvez l'imaginer. Les rues de Madrid étaient vides à l'heure du match, elles le sont encore plus ce soir. Et chez nous, il n'y a pas de klaxon, hein, bizarrement. Il y a beaucoup aussi de colère ce soir et des critiques qui s'abattent forcément désormais sur la Roja. La presse n'y va pas de main morte. On parle d'un coup de bambou monumental. Quelle tristesse de Coupe du Monde, ou encore un fiasco d'une Espagne médiocre. Donc voilà, un petit peu près pour le tour de la presse. Mais c'est une élimination finalement ici qu'on ne considère pas si logique pour l'Espagne, qui n'aura vraiment réalisé qu'un bon match. C'était son match d'entrée face au Costa Rica. Après, c'est ce que tout le monde dit ici, c'est aller décrescendo avec une Espagne qui finalement est de mal en pis. Et puis cet après-midi, face au Maroc, les Espagnols, un peu comme contre le Japon, sont retombés dans leur sempiternel travers, à savoir une possession stérile, un jeu extrêmement long, aucune verticalité, aucun plan B non plus, et puis les pires difficultés à se créer des occasions. Cet après-midi, un seul tir cadré, je vous le rappelle, pour la sélection espagnole. Et pourtant, durant le mandat de Luis Enrique, il avait justement réussi à un peu modifier le visage de la sélection espagnole en apportant un jeu un peu plus direct, un peu plus vertical. Et puis pendant la Coupe du Monde, finalement, on a retrouvé cette Espagne qui joue à la passe à 10, sans percussion et finalement sans efficacité. Donc on parle aussi ici de la malédiction des tirs au but, puisque c'est la 4e séance de tir au but en 5 séances de tir au but dans l'histoire de l'Espagne en Coupe du Monde qu'elle perd. Et puis ça fait quand même 12 ans que l'Espagne n'a pas atteint les huitièmes de finale. Et puis une dernière chose, la grande question aujourd'hui, ce soir, c'est de savoir si Luis Enrique va continuer à la tête de la sélection. Luis Enrique, qui, je vous le rappelle, s'était proclamé quand même le meilleur entraîneur du monde. Il a dû bien retomber de son nuage ce soir. Son contrat se terminait après la Coupe du Monde. Eh bien, la presse espagnole, avant la compétition, disait qu'il n'allait pas rempiler. Luis Enrique a dit qu'il en parlerait avec Luis Rubiales la semaine prochaine. Et normalement, son départ devrait être acté dans pas très longtemps. On parle pour le remplacer de Marcelino, l'ancien entraîneur de Valence, de Villarreal, de Bilbao, de Luis de la Fuente, qui est l'actuel sélectionneur des Espoirs, ou encore de Rafa Benitez. Voilà. Merci beaucoup. Bon voyage et bon retour. Donc, vous êtes chez vous d'ailleurs, mais bon retour des Espagnols à la compétition. Merci beaucoup, Antoine. Bonne soirée. Non, attendez. Antoine, vous êtes encore là parce qu'il y avait Dave qui voulait une petite question. Pardonnez-moi. Antoine, je vous passe Dave. Ouais, Antoine, je sais que le jeu, et c'est pour toutes les sélections pareil, après un gros échec, on pose directement la question du sélectionneur. Moi, j'ai l'impression, au vu des différents échecs de l'équipe d'Espagne ces dernières années, alors ok, ils font un Euro pas mal et peut-être même qu'ils doivent aller en finale, mais globalement, on a l'impression qu'au-delà de la question du sélectionneur, c'est un logiciel global de l'équipe d'Espagne qui est pas bon, qui paraît un petit peu daté, avec cette ultra-possession, avec ce manque de changement de rythme, d'accélération. Moi, j'ai l'impression que ça dépasse même le cas du sélectionneur. J'ai l'impression presque que c'est un système footballistique qui les a mis tout en haut il y a 10-15 ans, mais qui aujourd'hui a l'air à bout de souffle. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis entièrement d'accord avec toi, Dave. C'est un souci peut-être de
de formation et surtout de ne pas avoir su renouveler ou en tout cas d'avoir d'autres alternatives. Parce que de jouer avec le faux numéro 9, on jouait déjà comme ça avec Luis Aragonés ou avec Vicente Del Bosque. Ça a fonctionné parce que je pense qu'ils avaient des joueurs de plus grand talent et qui avaient aussi une meilleure expérience. Là, cette équipe, elle est très inexpérimentée. On se pose aussi la question de savoir si des anciens comme Busquets, Jordi Alba doivent continuer. Rien que pour moi de se poser la question, c'est une erreur. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de renouveler et de trouver d'autres alternatives pour que l'Espagne finalement réussisse à être efficace et à briller. Et c'est aussi, on le voit avec cette ossature-là, c'est un jeu qui est basé essentiellement sur la possession et c'est le jeu du Barça. Et il va falloir, je pense, aussi trouver d'autres schémas de jeu pour être à nouveau compétitif, comme tu le dis à juste titre. Bonne soirée Antoine, merci de ce complément d'information. Oui, enfin bon, en 2008, quand il gagne le premier, tu as quand même Torres et David Villa qui sont machin, et finale de la Coupe du Monde qui gagne. Ils ont aussi un avant-centre. Ils ont Fabregas en faux neuf pour l'Euro 2012. Où c'est bien parce que c'est l'Italie en finale, mais déjà ils ont chaud aux fesses contre la Croatie. Enfin, ils sont sur la fin. Mais ils ont eu aussi des avant-centres. Et ça a été la méthode un peu de Guardiola de mettre Messi en faux neuf ou d'autres choses et tout, qui a compliqué la vie. Maintenant, c'est pas des étrangers qui ont les gros postes aussi au Real, au Barça ou des choses comme ça. C'est Vinicius, c'est Benzema, c'est machin. L'avant-centre espagnol, il va où tu vois, tu le formes. Justement, tu parles de formation. Oui. Cet après-midi, il y avait le conseil d'administration de la Ligue où M. Longoria a été... Longoria, le président de Marseille, qui connaît bien le football espagnol, et on en discutait. Il me dit les Espagnols vont perdre. Ils vont se faire éliminer. Il dit on n'a pas d'attaquants. On a formé, nous, on n'a que des milieux de terrain. Bien sûr. On a des on n'a pas de défenseurs. On n'a pas de vrais défenseurs centraux, déjà, on n'en a pas beaucoup. Tout ça se perd, on n'a pas d'attaquants. On est au milieu. Donc il faisait ce constat lui-même que le football espagnol ne fait que des footballeurs à la mode du Barça, qui ça court, ça bouge, mais pas de vrais avancants et pas de vrais défenseurs. Pedri, Gavi, tout ça, c'est bien. Mais c'est pas Iniesta quand même. Parce que tu vois, à un moment, faire un décalage. Ils n'ont jamais fait de décalage. Ils sont forts. Non, mais c'est pour ça, on leur donne des responsabilités. Voilà, c'est ça. Et on leur fait peser un truc aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas. Ils ont trouvé des angles de passe où ils t'en passaient 2 dans un mouchoir. Ce qui fait que même dans la surface de réparation, ils dribblent encore. Mais là, ils n'ont rien. Ils ont pas ça. On prolonge l'élimination de l'Espagne avec quelques déclarations. Celle de Luis Enrique, la veille du match, est intéressante. Il avait préparé ses joueurs à la séance de tir au but. Regardez ce qu'il disait, Luis Enrique, hier. Je les avais prévenus, ils devaient arriver avec au moins 1000 pénaltys tirés avec leur club à l'entraînement. Il y aura sûrement un match à élimination directe où on devra passer par une séance de tir au but. Ce n'est pas une loterie. Et le ballon, tu le frapperas mieux si tu es entraîné. Résultat, 3 tirs au but, 3 manqués. Merde. Donc, vu la séance de tir au but, ils en ont frappé de 990. Je ne sais pas si j'ai vu en compétition de ce niveau-là 3 pénaltys ratés. Ouais. C'est déjà arrivé. C'est arrivé. Ouais. Qui n'existe et qui n'en marque pas un. 8e de finale de Coupe du Monde, peut-être pas. En Coupe du Monde. En Coupe du Monde, comme ça, c'est beaucoup. J'ai pas de souvenir d'en rater 3. Et 3-0, il y a eu une finale de Ligue des Champions avec Ducadam, je pense, qui les avait arrêtés. Qui en arrête 4. 3 ou 4. C'était le Steaua Bucarest en 1986. Juste un petit mot, le mot de la fin. Enfin, le mot de la fin, je sais pas si ça. Je pense que ça va faire plaisir les chroniqueurs. C'est Rodri, je crois. Ah oui. Je vais vous la chercher, la déclat de Rodri, parce que... Je l'ai, si vous voulez. C'est pas la bonne, mais tu peux la donner aussi parce qu'elle est très intéressante. Voilà, elle est là. Sans leur manquer de respect, le Maroc n'a absolument rien proposé. Dans le jeu, ils n'ont rien fait. C'est très frustrant. Je pense que l'on méritait de marquer. Mais c'est là où ils se trompent totalement. Et on parlait de logiciel. C'est là où faire 1000 passes pour faire un tir cadré dans le match en 120 minutes, à quoi ça sert ? Donc moi je veux bien que tu dises qu'eux ils ont... Mais pour moi le Maroc elle largement... Moi je suis prêt à défendre cette idée de football. Mais moi je... En fait, aujourd'hui... Non mais moi je veux bien la défendre. Moi je veux bien la défendre cette idée de football. Aujourd'hui le football, les stats sont là, mais... de la transition. Alors on est sur un dôme de la transition. Tout le monde joue, on va dire, de la même manière. Je trouve que l'Espagne... Alors, parfois avec une certaine caricature, mais je trouve que c'est un football. Oui, mais ça fait maintenant. Oui, mais ça fait combien de fois qu'ils sont éliminés Bien sûr. Le logiciel, il faut le faire évoluer un peu, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir les deux. J'avais Pedro qui était en finale de Coupe du Monde. Ou Ansu Fati. Non, mais là, je veux dire, aujourd'hui, le seul qui avait un peu de percussion, c'était l'une des sœurs Williams. Iñaki Williams. Non, l'un des frères Williams. Il y a les sœurs Williams, il y a les frères Williams. Et il le fait sortir 2 minutes avant la fin, alors qu'il faisait des différences.
pour un spécialiste des tirs au but. Tu parles d'un truc. Non, mais là, c'était caricatural, l'Espagne. Mais ce qu'on a glorifié, c'est devenu un football ennuyeux. Ah oui. Moi, quand je regarde l'Espagne, je m'ennuie souvent. Et tu vois que sur les dernières compétitions, bah, tu arrives au bout d'une entreprise de quelque chose. C'est que à l'Euro, ils montent en flèche, ils sont battus au tir au but. Ligue des Nations. Ligue des Nations, ils perdent contre la France sur un but incroyable. La passe, elle n'est pas volontaire, elle est volontaire ou quoi. Mais c'est vrai qu'ils ne se créent pas beaucoup d'occasions. Mais ils ont la balle. Mais l'avenir. Didier, c'est contre des équipes qui jouaient aussi. Tandis que là, ils sont tombés contre pas un autobus. C'est vrai. Ils n'avaient pas ce cas de figure. Il n'y a aucune image, on ne peut pas trouver une seule image où il y a moins de 7-8 Marocains devant eux. Non, mais parce que c'est le même scénario que contre la Russie il y a 4 ans. Les peu de transitions qu'ils avaient, ils étaient mollasses, quoi. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à avoir un jeu un peu différent. Parce qu'ils ont un vrai problème, c'est qu'ils ne veulent pas perdre le ballon. Donc ils ne prennent jamais les risques de passes difficiles, le football d'aujourd'hui réclame de commencer avec Ansu Fati et Williams. Le football aujourd'hui, il réclame de commencer avec ces gens-là et de commencer avec Morata. Et Morata. Tu regarderas toutes les équipes qui ont un vrai neuf aujourd'hui, elles se retrouvent en... T'as raison. Mes amis, nous allons retrouver les nouvelles des Bleus. À présent, on a pris un petit peu de temps, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Le Bleu dernier, l'actualité des Bleus avec Sébastien Tarago.